En retrouvant une lettre laissée par mon grand-père, j'ai appris une vérité qui avait été gardée pendant des années. Depuis toujours, un étrange poids semblait planer sur ma famille. Une tension discrète mais omniprésente, comme si un secret invisible liait tout le monde, sans jamais être nommé. Les repas de famille étaient souvent marqués par des silences plus bruyants que les mots échangés. Quand je posais des questions sur notre passé ou certaines bizarreries, on esquivait toujours avec des phrases vagues et des sourires forcés. J'avais fini par me résigner à ce flou. Puis, il y a 2 semaines, tout a basculé. Mon grand-père, Henri, est décédé. Son départ a laissé un vide, mais surtout des zones d'ombre. C'était un homme bon, réservé, et mystérieusement distant. Après l'enterrement, ma famille s'est rassemblée dans sa vieille maison pour trier ses affaires. Alors que tout le monde semblait absorbé par des tâches pratiques, une étrange impulsion m'a poussé à explorer le grenier. Cet endroit, que je n'avais jamais osé vraiment explorer, semblait m'appeler. Là-bas, dans un coin, sous une couverture poussiéreuse, une boîte en métal attirait mon regard. À l'intérieur, une lettre pliée, des photos en noir et blanc, et une clé rouillée. En voyant mon prénom sur l'enveloppe, j'ai senti mon cœur s'emballer. L'écriture tremblante de mon grand-père y dévoilait des mots simples mais lourds de sens. Mon cher Maurice, ce que tu t'apprêtes à découvrir changera tout. Va à l'adresse indiquée. La vérité t'attend. Ces mots résonnaient en moi, mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Le lendemain, je me suis rendu à l'adresse indiquée, une maison ancienne dans un quartier inconnu. Les volets clos et l'atmosphère figée donnaient l'impression que ce lieu était suspendu dans le temps. En entrant, un mélange de peur et de curiosité m'envahit. La maison était comme un musée abandonné, chaque meuble et chaque objet semblant chargé d'un passé lourd. En fouillant, je suis tombé sur un dossier posé sur une vieille commode. Ce que j'y ai découvert m'a fait vaciller. Un certificat de naissance. Le mien. Mais le nom inscrit comme ma mère n'était pas celui que je connaissais. Ce nom, Vivienne, m'était familier, mais vaguement. Une pile de lettres, soigneusement conservées, accompagnait le dossier. L'une d'elles, écrite par ma grand-mère Elisabeth, contenait une révélation bouleversante. Je suis désolé, mais je ne peux pas élever cet enfant. Nous avons décidé de le confier à ma sœur Vivienne. C'est mieux ainsi. Vivienne, cette femme presque effacée des récits familiaux, était en réalité ma véritable mère. Tout ce que je croyais savoir sur ma famille venait de s'effondrer. Cette lettre n'était que le début d'un puzzle bien plus complexe. Lorsque je refermai la lettre, un étrange vide s'installa en moi. Tout ce que je venais de lire semblait irréel, comme si une partie de ma vie avait été réécrite sans mon consentement. Le nom de Vivienne, autrefois à peine évoqué dans les rares discussions familiales, devenait soudain central. Une énigme à résoudre. La maison où je me trouvais, chargée d'un passé figé, semblait porter l'empreinte de cette femme. Chaque meuble, chaque objet, semblait témoin d'une histoire que je ne connaissais pas. Sur une étagère, des cadres photos attirèrent mon regard. Vivienne y apparaissait souriante, entourée de visages inconnus. Parmi eux, un enfant. Ce n'était pas moi, mais cette image ne faisait qu'alourdir le mystère. En explorant plus loin, je découvris une vieille malle. À l'intérieur, des vêtements soigneusement pliés, une montre abîmée, et un journal. Ce dernier, écrit dans une écriture soignée, dévoilait les pensées tourmentées de Vivienne. Elle évoquait un amour maternel indéfectible, mais aussi la douleur de devoir abandonner son enfant. Une phrase, griffonnée dans un coin, me bouleversa. Peut-être qu'un jour, Maurice comprendra que je n'ai jamais voulu qu'il m'oublie. Ces mots résonnèrent longtemps dans ma tête. Ils portaient une tendresse qui apaisait un peu la colère montante, mais ne répondait pas à toutes mes questions. Pourquoi m'avait-elle laissé? Pourquoi avait-elle disparu de ma vie? En rentrant, j'affrontai Elisabeth et Paul, espérant des réponses. Leur réaction fut immédiate, des silences lourds, des regards fuyants. Elisabeth murmura quelque chose sur des décisions prises dans l'intérêt de tous, mais ses paroles restaient vagues, hésitantes. Paul, lui, coupa court, affirmant que certaines choses du passé devaient rester enfouies. Cette tentative infructueuse ne fit qu'amplifier ma détermination. Si eux refusaient de parler, je chercherais ailleurs. Dans la famille élargie, certains avaient peut-être connu Vivienne. Ils seraient peut-être prêts à me révéler ce qu'on m'avait caché toute ma vie. Après ma discussion avec Elisabeth et Paul, leur silence pesant ne fit que confirmer une évidence, ils ne parleraient jamais. Leur mutisme semblait garder un secret si lourd qu'ils refusaient même d'en effleurer la surface. Mais ce silence n'était qu'un obstacle, et non une fin. Il y avait d'autres personnes qui pourraient me guider, des voix oubliées capables d'éclairer ce que ma famille directe voulait enterrer. Je pensais à Lucie, une cousine éloignée connue pour sa mémoire vive et sa curiosité presque maladive. Elle avait grandi dans une proximité certaine avec Elisabeth et connaissait mieux que quiconque les vieilles histoires familiales.
Après quelques échanges où elle semblait mesurer ses mots, la conversation glissa sur Vivienne. Lucie peignit un portrait inattendu. Celui d'une femme vive, indépendante, qui avait choisi de s'éloigner d'une famille dominée par des normes rigides. Vivienne, disait-elle, ne supportait pas les attentes imposées par Élisabeth et s'était éloignée très jeune. Mais c'est lorsque Lucie mentionna la présence d'un homme que tout prit une nouvelle dimension. Elle évoqua à demi-mot une liaison qui avait semé la discorde, un amour rejeté par la famille et qui aurait été au centre du départ de Vivienne. Cette révélation éveilla en moi autant de questions que de frustrations. Qui était cet homme? Et pourquoi semblait-il être un élément clé de mon histoire? Lucie, visiblement mal à l'aise, me suggéra de rencontrer Madeleine, une tante plus âgée et isolée du reste de la famille, qui avait été proche de Vivienne. Lorsque je rendis visite à Madeleine, je fus accueilli avec une chaleur inattendue. Contrairement à l'ambiance froide et tendue de ma précédente confrontation, ici tout semblait plus simple, plus authentique. Madeleine évoqua Vivienne avec une tendresse évidente, parlant d'elle comme d'une femme courageuse mais incomprise, déchirée entre sa soif de liberté et les contraintes familiales. Puis elle mentionna un détail crucial, une maison en bord de mer où Vivienne avait trouvé refuge. C'était un lieu loin des regards et des jugements, où elle avait vécu un temps. Selon Madeleine, cette maison renfermait peut-être encore des traces de son passage, et avec elle, des réponses à mes nombreuses questions. En repartant, je sentais que cette maison représentait plus qu'un simple lieu. C'était une clé, un espace où Vivienne avait peut-être été la plus proche de sa vérité. Il ne me restait plus qu'à m'y rendre. La maison, perchée face à l'océan, avait quelque chose de profondément émouvant. Délabrée, mais pleine d'âme, elle semblait porter en elle le poids des années et des secrets qu'on lui avait confiés. Ses volets écaillés et ses murs fatigués résistaient pourtant, comme si elle attendait ma venue. La clé que Vivienne avait laissée s'inséra dans la serrure rouillée sans effort. La porte s'ouvrit sur un intérieur figé dans le temps. Une odeur de bois vieilli et de sel imprégnait l'espace. La lumière tamisée traversait des rideaux jaunis par le temps, révélant une pièce modeste mais chargée d'histoire. Chaque objet semblait avoir sa place, comme si tout avait été laissé intentionnellement. Mes pas, précautionneux, m'emmenèrent vers une étagère bancale, où des livres usés et des cadres photos poussiéreux attendaient. Parmi eux, un cadre renversé attira mon attention. Je le redressai pour découvrir une image de Vivienne, jeune, radieuse, un carnet serré contre elle. Son sourire, bien que lumineux, semblait cacher une tristesse difficile à cerner. Dans un coin, une malle ancienne semblait m'appeler. À l'intérieur, des souvenirs soigneusement rangés. Un foulard délicatement plié, une lettre scellée, et le carnet que Vivienne tenait sur la photo. En ouvrant le carnet, je fus transporté dans ses pensées. Ces mots, écrits avec une élégance émouvante, peignaient un portrait de ses luttes. Vivienne y décrivait son amour pour un homme que la famille n'avait jamais accepté, une relation qui avait marqué sa vie. Mais au fil des pages, son ton devenait plus sombre. Elle parlait de la pression écrasante exercée par la famille, de ses choix impossibles et du sacrifice ultime, abandonner son propre enfant. Une phrase, griffonnée en marge, me bouleversa. Je voulais que tu sois heureux, même si cela signifiait te perdre. Ces mots résonnaient profondément, comme un appel du passé. Il exprimait un amour immense mais marqué par une douleur indescriptible. Je restai longtemps dans cette maison, absorbant tout ce que je pouvais. Chaque objet, chaque mot du carnet semblait m'en dire davantage sur Vivienne, mais il restait des questions sans réponse. Alors que je refermais la malle, un dernier détail attira mon regard. Une enveloppe, soigneusement cachée au fond. Mon prénom, Maurice, était inscrit dessus avec une écriture tremblante mais reconnaissable. L'enveloppe dans mes mains semblait peser bien plus que son poids réel. Le simple fait qu'elle porte mon prénom, tracé d'une écriture tremblante et presque effacée par le temps, me rendait hésitant à l'ouvrir. Ce qu'elle contenait pourrait tout changer, encore une fois. Pourtant, je savais qu'il n'y avait plus de retour possible. Je l'ouvris doucement, en tirant avec précaution la feuille pliée qu'elle renfermait. L'écriture fluide de Vivienne s'étalait sur la page, chaque mot porteur d'une émotion que je pouvais presque ressentir. Ces mots, chargés de tendresse, parlaient d'un amour qui n'avait jamais faibli malgré la distance imposée. Elle écrivait comme pour combler le silence de toutes ces années. Vivienne expliquait sa douleur, mais aussi sa résignation. Elle n'avait jamais voulu me quitter, mais les pressions familiales et les jugements avaient rendu ses choix impossibles. Elle disait avoir cédé, non pas par manque d'amour, mais pour me protéger de ce qu'elle appelait l'ombre des attentes familiales. Puis, un nom apparut, presque comme une clé, Marc. Elle décrivait cet homme avec une affection évidente, le présentant comme un être aimant, mais rejeté par la famille en raison de son origine modeste. Vivienne révélait que Marc était mon père. Ces mots bouleversèrent tout ce que je croyais savoir. Elle racontait leur histoire, leur lien profond,
et la manière dont Elisabeth et Paul avaient jugé leur relation inacceptable. Ce rejet avait fini par tout briser. Marc, disait-elle, avait pourtant essayé de rester en contact avec moi, mais on l'en avait empêché. Il voulait te connaître, mais on l'a tenu à distance, comme on m'a tenu loin de toi, écrivait-elle. À la fin de la lettre, elle évoquait une adresse. C'était peut-être l'endroit où Marc vivait autrefois, ou où il se trouvait encore. Elle semblait incertaine, je ne sais pas s'il est toujours là, mais tu mérites de savoir. Et lui mérite de savoir que tu existes. En refermant la lettre, je sentis un mélange de tristesse, d'espoir et de colère. Une partie de mon histoire avait été volontairement effacée par des décisions que je ne comprenais pas encore totalement. En quittant la maison, il était clair que cette quête ne concernait plus uniquement Vivienne. Maintenant, il s'agissait de Marc, cet homme dont le nom avait été effacé de ma vie mais qui, à en croire Vivienne, n'avait jamais cessé de vouloir en faire partie. L'adresse inscrite dans la lettre de Vivienne était devenue mon point de repère, une destination à la fois concrète et mystérieuse. Tandis que je parcourais la route vers cette petite ville éloignée, des pensées contradictoires s'agitaient en moi. Que trouverais-je en arrivant? Était-il encore là? Voudrait-il seulement me voir? La maison se dévoila au détour d'un chemin bordé d'arbres nus. Modeste et vieillie par les saisons, elle semblait porter en elle un poids similaire à celui de l'histoire que je découvrais peu à peu. L'endroit avait une simplicité désarmante, presque mélancolique, comme figé dans une attente silencieuse. Je frappai à la porte, le cœur battant, chaque coup résonnant avec un écho sourd. Aucun bruit ne répondit d'abord, mais après un moment, des pas lents se firent entendre à l'intérieur. La porte s'entr'ouvrit finalement, révélant un homme aux traits marqués par le temps, mais au regard empreint d'une douceur inexplicable. Il resta figé, son visage exprimant à la fois surprise et émotion contenue. Ses yeux croisèrent les miens, et sans qu'aucun mot ne soit prononcé, je compris qu'il savait. Un moment passa, lourd mais chargé de sens, avant qu'il ne m'invite à entrer. L'intérieur de la maison reflétait une vie simple. Des étagères remplies de livres, des meubles modestes, et une lumière tamisée qui baignait la pièce d'une chaleur discrète. Marc prit quelques instants pour rassembler ses pensées avant de parler. Il commença à évoquer Vivienne, sa voix hésitante mais pleine d'affection. Il décrivait une femme déterminée, mais brisée par les jugements familiaux. Leur relation, aussi forte fût-elle, avait été écrasée par des attentes et des décisions qui les dépassaient. Lorsqu'il parla de ses tentatives pour rester en contact avec moi, ses mots portaient une tristesse palpable. Il expliqua comment il avait cherché à me connaître, à maintenir un lien malgré tout, mais avait été repoussé à chaque fois. Ses efforts, interceptés par Elisabeth et Paul, s'étaient perdus dans le silence. Puis il sortit une petite boîte. À l'intérieur, des fragments du passé, des photos de Vivienne, des lettres échangées entre eux, et une photo de moi, bébé, soigneusement conservée. Ce geste, si simple mais empreint d'une tendresse infinie, m'ébranla profondément. En quittant la maison, une étrange sérénité m'envahit. Cette rencontre n'effaçait pas les années perdues, mais elle me donnait une part de vérité, une connexion avec ce père que je n'avais jamais connu. Dans son regard, je voyais non seulement le reflet d'un passé oublié, mais aussi une possibilité de reconstruire quelque chose. En quittant la maison de Marc, une étrange sérénité s'installait en moi, entremêlée d'un flot d'émotions contradictoires. Cette rencontre avait éclairé des zones d'ombre, sans pour autant effacer le poids des années perdues. Les images de ce moment restaient gravées. La simplicité de sa maison, son regard chargé de souvenirs, et cette boîte contenant des fragments d'un passé auquel je n'avais jamais eu accès. Sur le chemin du retour, les lettres de Vivienne et la photo de moi, bébé, prenaient une nouvelle signification. Elles témoignaient d'un amour silencieux, d'un lien maintenu malgré l'absence, d'un désir de rapprochement étouffé par des décisions qui ne lui appartenaient pas. Marc, dans ses mots hésitants, avait raconté une histoire pleine de tendresse et de regrets. Mais au-delà de sa douleur, il m'avait laissé entrevoir une part de Vivienne, vivante dans ses souvenirs et ses gestes. Les jours qui suivirent furent marqués par un besoin de relire, de replonger dans les lettres laissées par Vivienne. Ces mots, empreints de sincérité, dévoilaient une femme qui avait aimé profondément et qui avait souffert de la distance imposée entre elle et moi. Ses regrets transparaissaient dans chaque ligne, mais aussi une certaine forme d'espoir. Celui qu'un jour, les vérités finiraient par émerger. Pourtant, une question restait sans réponse. Pourquoi Elisabeth et Paul avaient-ils agi avec une telle fermeté? Que avaient-ils voulu protéger ou éviter? Ces interrogations devinrent impossibles à ignorer. Je retournai finalement chez Elisabeth. La maison, immuable et austère, semblait refléter son caractère. Lorsqu'elle m'ouvrit, son regard trahissait une certaine appréhension. Le silence qui suivit était lourd, presque palpable. Je savais que mes questions la mettraient face à des souvenirs qu'elle préférait oublier, mais il n'était plus possible de reculer.
Après de longs instants, Elisabeth commença à parler, bien que ses mots fussent empreints de prudence. Elle expliqua que ses décisions avaient été dictées par la peur. Peur que Vivienne ne puisse offrir la stabilité nécessaire, peur que Marc ne soit pas à la hauteur des attentes familiales. Ce qu'ils avaient fait, selon elle, n'était qu'une tentative de me protéger. Mais à mesure qu'elle parlait, une fragilité perçait dans sa voix. Elle hésitait, comme si les justifications qu'elle offrait ne suffisaient plus, même pour elle-même. Dans un murmure presque inaudible, elle admit que leur choix n'avait pas eu les résultats espérés. Peut-être que nous avons agi trop durement, lâcha-t-elle finalement, plus comme une réflexion personnelle qu'une véritable confession. En quittant sa maison, je ne ressentais ni triomphe ni apaisement total. Ces mots, bien qu'incomplets et tardifs, laissaient entrevoir une reconnaissance, même infime, des conséquences de leur décision. Ce jour-là, je compris que toutes les réponses ne viendraient pas, que certaines vérités resteraient enfermées dans le silence. Mais les fragments que j'avais rassemblés, les souvenirs de Marc, les lettres de Vivienne, et même les doutes d'Elisabeth formaient un tout. Une image imparfaite, mais assez claire pour m'aider à avancer. Après les découvertes récentes, une clarté nouvelle s'était installée en moi. Ce n'était pas un apaisement complet, mais une étape vers une compréhension plus profonde de ce que j'avais toujours cherché. Les fragments de mon passé, bien que dispersés, trouvaient peu à peu leur place. La rencontre avec Marc avait révélé une part oubliée de mon histoire, et à travers lui, Vivienne semblait redevenir vivante. Ce souvenir, chargé de tension et d'émotion, m'incitait à retourner voir Marc. Il ne s'agissait plus de réponses à des questions, mais de construire une relation avec cet homme qui, malgré les années perdues, avait toujours voulu faire partie de ma vie. Lors de cette seconde visite, la maison de Marc me parut différente. Elle dégageait une chaleur discrète que je n'avais pas perçue auparavant. Marc m'accueillit avec une douceur empreinte de prudence, comme s'il craignait que ce moment puisse lui échapper. Mais cette fois, l'atmosphère était plus fluide. Nous parlâmes longtemps, de Vivienne bien sûr, mais aussi de souvenirs qu'il avait précieusement gardés. Il me montra des photos, des lettres, des objets qui semblaient capturer un morceau de leur histoire commune. Dans ces mots, il y avait de l'amour et de la douleur, mais aussi une volonté de regarder au-delà du passé. Peu à peu, ce lien, qui m'avait été volé par les choix des autres, commençait à se reconstruire. Dans le même temps, ma relation avec Elisabeth et Paul nécessitait une réflexion différente. Le poids de leurs décisions ne s'effacerait pas, mais à travers leur silence et leurs justifications maladroites, je comprenais qu'ils n'avaient pas agi par malveillance. Leur idée de protection était dictée par des craintes et des normes dépassées, et non par un désir conscient de me priver de mes origines. Avec le temps, j'entamai un dialogue hésitant mais sincère. Il ne s'agissait pas d'un pardon immédiat, mais d'un effort pour dépasser les tensions et poser les bases d'une compréhension mutuelle. Ces premiers pas, bien que fragiles, ouvraient la voie à une forme de coexistence moins marquée par les blessures du passé. Entre ma relation naissante avec Marc et ce début de réconciliation avec ma famille, je sentais qu'un équilibre était possible. Ce n'était pas la fin de ma quête, mais une étape essentielle vers une paix intérieure qui semblait enfin à portée de main. Les jours qui suivirent furent emplis d'une réflexion silencieuse. Tout ce que j'avais appris, les vérités sur Vivienne, la rencontre avec Marc, les aveux subtils d'Elisabeth s'entremêlaient dans mon esprit. Chaque fragment, bien qu'imparfait, semblait essentiel à ma compréhension de ce passé complexe. Il devenait évident qu'avancer ne consistait pas à effacer ces blessures, mais à les intégrer pour construire quelque chose de nouveau. Avec Marc, un lien timide mais authentique se développait. Nos échanges, d'abord prudents, s'approfondissaient à chaque visite. À travers ces récits, je découvrais une image de Vivienne bien différente de celle que j'avais pu imaginer. Une femme forte, passionnée, mais prise dans des choix qui l'avaient marquée à jamais. Marc lui-même, dans sa manière d'aborder le passé, montrait une forme de sérénité apaisante. Il ne cherchait pas à nier les pertes, mais à construire sur ce qui restait, à cultiver une relation malgré les années perdues. En parallèle, les conversations avec Elisabeth et Paul suivaient une autre trajectoire. Leur silence, autrefois chargé de non-dits, devenait plus léger, comme s'ils s'autorisaient à relâcher une part de leur fardeau. Elisabeth, en particulier, laissait entrevoir des regrets qu'elle n'exprimait pas directement, mais que ses gestes et ses regards trahissaient. Ces petites ouvertures, bien qu'hésitantes, révélaient une volonté de reconnaître, sinon de réparer, les conséquences de leur choix. Petit à petit, je compris que cette quête était bien plus qu'une simple recherche de réponse. Elle devenait un processus de réconciliation, non seulement avec les autres, mais avec moi-même. Avec Marc, il y avait une possibilité de bâtir une relation nouvelle, libre du poids des jugements passés. Avec Elisabeth et Paul, c'était une tentative de dépasser les blessures, de réinterpréter ce que leurs décisions avaient représenté. Ce n'était pas une fin, mais un équilibre naissant.
Une manière de trouver la sérénité dans l'acceptation de ces fragments, pour enfin avancer. Les semaines qui suivirent apportèrent un calme inattendu. Ce voyage, fait de révélations et de blessures anciennes, semblait trouver son équilibre. Les fragments de mon passé s'imbriquaient peu à peu, formant une image imparfaite, mais réelle. Avec Marc, un lien discret se tissait. Chaque visite révélait un peu plus de cette relation autrefois impossible. Ses récits sur Vivienne, empreints de tendresse et de nostalgie, me permettaient de la voir sous un jour nouveau. À travers lui, elle devenait vivante, non pas comme une absence, mais comme une force subtile qui continuait de résonner. Marc ne cherchait pas à combler le vide du passé, mais à construire quelque chose, avec patience et sincérité. Il n'y avait pas de grands gestes, seulement une présence apaisante, un effort constant pour donner une forme à ce lien retrouvé. Avec Elisabeth et Paul, les tensions s'atténuaient doucement. Ce qui autrefois ressemblait à un mur de silence devenait une fragile passerelle. Elisabeth, bien qu'incapable d'exprimer pleinement ses regrets, laissait transparaître une forme de reconnaissance, dans ses regards et ses silences, pour ce qui avait été perdu et ce qui pouvait encore être sauvé. Ce processus, bien que loin d'être achevé, m'enseignait une vérité essentielle. Avancer ne signifie pas oublier, mais apprendre à coexister avec les blessures. Vivienne, Marc, Elisabeth, et même mes propres doutes faisaient partie de cette histoire. Ce n'était pas une fin parfaite, mais une étape. Une paix naissante, imparfaite mais suffisante pour envisager l'avenir avec sérénité.